Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International, dans notre émission, ce Café des Sports hebdomadaire que vous pouvez suivre non seulement dans votre poste radio, mais aussi si vous avez envie, sur le Facebook Live, et vous pouvez nous regarder. Nos invités sont évidemment déjà arrivés, ils sont là et je vous les présente. Habib Bey, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être fidèle au Café des Sports de Radio Foot International. De plus en plus, ouais. N'est-ce pas, à vos côtés, Xavier Barré. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, oui je reviens. Et Rémi Ngono qui lui ne manque jamais le rendez-vous. Je ne manque jamais, vous savez, Xavier Barré, ça dépend. Il a quelques apparitions épileptiques et quand ça ne va pas bien pour ses clubs, il disparaît et après il réapparaît. Voilà. Ouais, mais là, on va parler de Mourinho, donc je ne sais pas pourquoi je me sens inspiré aujourd'hui. Ah oui, mais... Ça inspire toujours Mourinho. Ne t'en fais pas. Le préfet est là toujours pour essayer de contrebalancer tout ça. Bonjour Alejandro Valente. On va essayer, je suis à côté de Rémi, donc c'est pas très confortable. Mais ça va, il y a les caméras pour témoins, alors il pourra pas vous tendre des pièges. Dans les débats du jour, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est-elle une compétition menacée ? L'horizon est troublé, aucune visibilité sur la prochaine édition majeure du football africain. Quand et où se déroulera la CAN 2021 ? Le comité exécutif de la CAF évoque vaguement un pays hôte. Et il semble que l'institution soit désormais sous tutelle, mais aussi sous le diktat de la FIFA. Les Citizens lancés dans une séquence décisive pour défendre leur titre de champion d'Angleterre. Distancés par Liverpool, Manchester City retrouve ces prochaines semaines ses adversaires directs, à commencer par les Blues de Chelsea, surprenant 3e de Premier League. Dans un championnat où José Mourinho is back. On vous en a parlé cette semaine. Rémi is back, José Mourinho is back, tout le monde revient. A-t-il changé l'ancien Special One en changeant Manchester United pour Tottenham ? Il semblerait que non, et nous vous dirons pourquoi. Le 1000e but de Pelé, 50 ans plus tard, qui pour faire de l'ombre au roi du football aurait Pelé ? Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont évidemment dans son sillage. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. La CAN est-elle en danger, menacée par les intérêts du football mondial que la FIFA réorganise un peu à marche forcée sous la présidence de Gianni Infantino ? La dernière réunion du COMEX ne lève pas tous les doutes, en tout cas c'est ce qu'on croit comprendre, et on est tenté de se demander si la CAF, déjà sous tutelle de la FIFA, vous le savez, avec la présence de Fatma Samoura, si cette CAF n'a plus véritablement les coups des franches. On attendait effectivement des éclaircissements de la Confédération africaine pour cette première réunion depuis la finale qui a sacré l'Algérie, la finale Algérie-Sénégal. Éclaircissement, alors on en a eu en ce qui concerne le CHAN, Alejandro Valente. On a les dates de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations avec, on le sait, les joueurs africains qui jouent localement. Oui, effectivement, jusqu'à il y a quelques jours sur le site de la CAF, effectivement, le CHAN était annoncé au mois de janvier, comme c'était prévu initialement. Les autorités camerounaises, la FECAFOOT, avaient indiqué depuis plusieurs semaines que ce serait plutôt au mois d'avril. Et la CAF, qui semble avoir attendu le retour d'une mission d'inspection avant de se prononcer définitivement, a validé donc ce calendrier. Et le CHAN aura donc lieu au mois d'avril, ce qui va obliger à modifier un petit peu le calendrier des compétitions africaines, et notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, afin d'éviter qu'elles se chevauchent avec ce CHAN qu'on veut, à qui on veut donner de plus en plus d'importance au sein de la Confédération africaine de football. Rémi, le mois d'avril au Cameroun, c'est un bon moment pour organiser une compétition, et dans des stades qui sont déjà fin prêts ? Déjà, les stades ne sont pas fin prêts. Ceux qui ont été choisis, sélectionnés, c'est pas les mêmes que ceux de la CAN. Oui, j'ai dit ils ne sont pas fin prêts parce que d'ailleurs, vous voyez que la dernière fois, il y avait Choupo-Moting qui se plaignait déjà du gazon de la pelouse du stade Amadou Ahidjo. Donc, quand on essaie de dire que les stades sont fin prêts, je n'y crois pas parce que de toutes les façons, comme je le dis, le Cameroun devait organiser une CAN 2019 où le chef d'État avait dit le Cameroun sera prêt le jour dit, et qu'on soit aujourd'hui
en fin 2019 et qu'on soit obligé de renvoyer le CHAN parce que justement les stades ne sont pas prêts. Parce que si les stades étaient prêts, le CHAN allait avoir lieu. Mais le problème c'est que les stades, les infrastructures et beaucoup de choses n'étant pas prêtes, on se dit ça pourrait s'achever. Maintenant, est-ce que c'est la bonne période? Exactement comme vous le dites. Aujourd'hui, le football camerounais, toutes les compétitions sont au creux de la vague. Donc on ne peut pas dire quand est-ce que c'est la bonne période, d'autant plus aussi qu'il faut savoir que le calendrier politique... Je pensais au climat, en fait, parce qu'on avait beaucoup dit que les Cannes vous en hiver, transformez c'était Rémi Ngono en Monsieur Météo. Oui, mais... il pourrait encore se tromper. La météo est là, mais sauf que il faut aussi mettre la météo politique. Parce que justement, il faut savoir qu'en cette période, il y aura des élections qui risqueraient d'être très, très, très dangereuses au Cameroun, parce que ça commence déjà. Et alors, lorsque le calendrier politique semble déjà assez enflammé et qu'on vient de mettre une compétition footballistique, j'ai dit, eh bien, la CAF peut-être est en train de faire un bricolage, voire un saupoudrage actif, beaucoup d'improvisation, et tout ce qui est improvisé ne peut pas être justement quelque chose de bien organisé. Rémi, mais est-ce que ça vous inquiète quand la Confédération africaine de football parle clairement et donne les dates du CHAN pour donc l'année prochaine, mais par contre... alors que depuis le fameux glissement opéré, on était sûr que ça serait le Cameroun qui organiserait la CAN en 2021, ben maintenant on parle de pays hôtes. Oui, parce que c'est comme ça que ça avait commencé, toujours avec une langue fourchue, glissante et toujours sur une pente descendante et savonneuse. On met toujours le Cameroun au zénith et par la suite, ça commence à descendre par petits escaliers. Vous savez très bien que pour la CAN 2019, en octobre, juste avant l'élection présidentielle, eh bien, Ahmad Ahmad avait, contre Van Maré et Rad Maré, affirmé péremptoirement, voire ce bombé le torse, que le Cameroun va organiser la CAN 2019. Mais par la suite, on a commencé à changer le langage jusqu'à ce que le Cameroun n'a pas organisé mais la ça CAN. a été décidé Donc, en janvier dernier. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, la dernière mission d'inspection, eh bien, on dit, nous sommes venus comme des soldats, mais sauf que cette mission d'inspection arrive sur quel stade? Sur le stade Paul Biya, donc je devrais rappeler, la première pierre a été posée en 2008, nous sommes en 2019, et les travaux sont arrêtés, et généralement, quand la mission arrive, on appelle des gens, on dit, allez, venez commencer des travaux. Donc, rien n'est sûr pour l'instant, dans la mesure où que ce soit Bafoussam, que ce soit alors aussi les infrastructures qui doivent accompagner cela, c'est-à-dire routières et tout le reste, c'est très, très, très délicat. Habib, on a l'impression surtout qu'il y a un calendrier qui est de plus en plus chargé. Alors ça, évidemment, les clubs le savent au quotidien, mais il y a ce mondial des clubs qui existait auparavant, qui a été refondu, réorganisé, qui aura lieu en 2021, la CAF change la période de CAN en se disant, bon, alors déjà, on avait vu que cette année, en 2019, il y avait eu la Coupe du Monde féminine, en même temps que la CAN, ça chevauchait, c'était un peu moyen. Même les femmes avaient réclamé du fait que le jour de leur finale, à elles, il se passait autre chose ailleurs. Et là, on se retrouve avec cette compétition, donc le futur mondial des clubs, à 24 clubs en juin-juillet. Là où aurait dû avoir lieu la CAN, qui a été déplacée en été pour pas déranger les clubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on privilégie encore une fois l'aspect économique, puisqu'on sait qu'un mondial des clubs, on sait qu'une Ligue des Nations, on sait que toutes ces compétitions qui ont été créées, c'est pour générer de l'argent. Pour la FIFA. Pour la FIFA. Et pour les organismes qui justement organisent ces compétitions. Ce qui est important de dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui une CAN génère autant d'argent qu'un mondial des clubs? Tout le monde sait que non. Donc à partir de là, on va sacrifier en quelque sorte la compétition qui rapporte le moins d'argent, que ça soit à la CAF, que ça soit à la FIFA, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la CAF est sous tutelle de la FIFA, parce que FIFA est l'organisme majeur aujourd'hui qui gère le football mondial dans tous ses aspects, et que bien sûr que tant que... La CAF a perdu du pouvoir? Oui, je pense que la CAF a très peu de pouvoir, en fait. Je pense que dans ces décisions-là, en tout cas, la CAF a très peu de pouvoir. Et en quelque sorte, on pourrait considérer que c'est tout à fait logique, puisqu'on est dans un football qui avance et on est dans un football où la donnée économique est plus importante que tout. Le foot africain n'avance pas. C'est pas qu'il avance pas, c'est que le foot africain a ses limites dans le fait de générer des revenus.
Elle Non, a et là- ses limites aussi, on le voit dans les stades. Lorsqu'on regarde la Coupe Ouais. d'Afrique des Nations, il faut être très réaliste. Il n'y Et- avait personne dans les stades, et- à part lorsque l'Égypte a joué, et un petit peu après derrière, parce qu'on a laissé rentrer les gens C'est gratuitement un peu pour essayer de mettre partout du monde dans les stades. Mais Non, Mais et là, par concrètement- exemple, aujourd'hui, on a Patrice Neveu qui s'énerve du côté du Gabon, où il a élu résidence puisqu'il est sélectionneur des Panthères. Et le championnat qui devait commencer ce week-end ne commence pas. Donc, effectivement, il y a une inertie dans les championnats aussi locaux. Xavier, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a une mainmise finalement pour réorganiser un calendrier à l'échelle mondiale? Totalement. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer ce débat. Parce que la guerre, entre guillemets, entre l'Europe et la FIFA, elle n'est pas nouvelle, elle existait déjà dans les Oui, années 90. La depuis FIFA avait longtemps. un peu gagné par chaos, mais il y avait toujours, pour faire simple, l'économie des équipes nationales est contrôlée par la FIFA avec la Coupe du Monde, qui génère énormément d'argent, et l'économie des clubs est contrôlée plus ou moins et co-contrôlé par les grands clubs européens et l'UEFA avec la Ligue des Champions qui génère énormément d'argent. Donc la FIFA qui veut contrôler tout vise aussi les compétitions interclubs. C'est pas nouveau qu'ils veuillent créer un mondial des clubs. La première édition, ils l'avaient créé en 2000. C'était au Brésil, vous y étiez d'ailleurs, Exactement. Annie, et ça avait été un four total puisque ça avait été une finale Corinthians qui avait gagné. Vasco, oui. je crois, 0-0 tir au but. Manchester United avait été invité à y aller par la fédération anglaise parce que les Anglais étaient candidats à l'organisation de la Coupe du Monde. Et Manchester United avait dû renoncer à disputer la Cup, la plus vieille compétition du monde, pour faire l'ambassadeur, et ils avaient été éliminés dès le premier tour de la Et ils compétition. n'ont pas organisé la Coupe du Monde. Et ils n'ont pas organisé la Coupe du Monde. Donc ça avait été un four total. Et la deuxième édition qui devait avoir lieu en Espagne l'année d'après avait été purement et simplement annulée. Donc du coup, la FIFA avait rangé sa copie. Et entre-temps, le nouveau patron de la FIFA, donc Gianni Infantino, lui sait parfaitement comment fonctionnent les compétitions interclubs, puisqu'il a été secrétaire général de l'UEFA pendant de nombreuses années, et donc c'est très bien comment fonctionne la Ligue des Champions. Donc le but du jeu, c'est de récupérer une partie de cette manne financière des compétitions interclubs. Ils évaluent le budget à 4 milliards de dollars quand même de la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, il faut rappeler que le budget de la Ligue des Champions, c'est 2 milliards et demi de dollars, mais 70% de ce budget est assuré par les droits télé. Donc, est-ce qu'il y aura le marché suffisant au niveau mondial pour venir créer cette compétition? Moi, j'ai encore des doutes là-dessus. C'est pour ça que pour le moment, on spécule sur une compétition qui n'existe pas. Alejandro, surtout, ce qu'on se dit, c'est que cette CAN à 24, décidée à 24 et placée à l'été, maintenant, pratiquement, elle est aussi dérangeante, mais pour d'autres raisons qu'auparavant. Là, c'est moins les clubs et plus les institutions. Est-ce qu'on s'embarque vers une CAN tous les 4 ans? En tout cas, ce serait l'aboutissement logique de tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire la FIFA poursuit effectivement une réorganisation du calendrier international dans lequel les compétitions continentales doivent avoir lieu tous les 4 ans. C'est le cas en Europe, ça va être le cas en Amérique du Sud après de multiples discussions, etc. Et l'Afrique, forcément, et surtout en passant un format à 24 équipes, doit aussi s'y plier. Alors, l'idée, me semble-t-il, qui sous-tend un peu cette réorganisation, consisterait à alterner tous les 2 ans un CHAN et une CAN, sachant que le CHAN réunit uniquement des footballeurs qui évoluent en Afrique et qui est une compétition aujourd'hui qui vit à l'ombre de la CAN, mais qui pourrait éventuellement, en tout cas c'est l'espoir de la FIFA, qui aujourd'hui intervient beaucoup dans les affaires de la CAF, pourrait gagner en importance si la CAN passe à se dérouler tous les 4 ans. C'est ce qui se passe en Asie. Non. Je crois que là, la FIFA, comme malheureusement l'Afrique, est en train de coloniser une fois de plus la CAF parce que on ne voit pas ça ailleurs. Donc, première des choses, nous sommes sous un système colonial and dictat. Parce que, première des choses, quand on essaie de regarder ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une CAN qui a été arrêtée il y a bien longtemps, et vous venez vous ajouter une compétition juste à cette période-là, et vous continuez... Oui, mais Rémi, la CAF ne se défend pas actuellement, c'est ça qui est Elle sidérant. ne peut pas se défendre dans la mesure où nous avons un pion qui a été injecté par la FIFA, ce qui signifie qu'aujourd'hui, la CAF elle-même, elle est régentée par une femme qui, on ne sait pas d'où elle sort dans les affaires du Elle est football. africaine, Elle elle a était été secrétaire chapeautée, mais générale. attendez, c'est exactement ce qui se passe dans des colonies. C'est-à-dire qu'on vous met un nègre là et finalement, lui, il sert l'Occident. Donc, actuellement, on peut dire... C'est facile de sortir ce genre de discours. Oui, Ouais, mais bah, attendez, on le dit, on le fait.
dans la mesure où elle n'a pas été élue par un Africain. Même si elle est africaine, elle n'a jamais été élue quelque part pour qu'elle soit là où, dans un poste où on est élu. Si la CAF fonctionnait mieux, on Mais aurait pas eu attendez, besoin si la d'intervenir. CAF fonctionnait mieux, je dis bien que si la CAF fonctionnait mieux et si la CAF fonctionnait mal, on aurait dû procéder à une autre élection, pas de venir avec quelqu'un qui n'a jamais été élu. C'est à peu près comme si on vous dit qu'un chef d'État ne fonctionne pas bien, alors on nomme quelqu'un d'autre qui vient d'un pays ailleurs, on l'installe là, c'est un dictat. Deuxième des choses aujourd'hui, quand on me dit que la compétition africaine, la CAN ne génère pas de bénéfices, j'ai dit, c'est archi faux. Dans la mesure où, regardez la dernière CAN, rien que le champion, le vice-champion et tous les autres, ce qu'ils devaient toucher, ça a été doublé. Quand vous regardez que depuis 2016, Total a pris, par exemple, le sponsor de la CAN aujourd'hui, juste pour 8 ans. On essaie de voir Umburo qui est venu et il y a trop d'annonceurs qui viennent. Regardez la finale. Combien est-ce que ça fait en France? C'est-à-dire que vous aviez à TMC des audimat qui atteignaient 2 700 000. C'est l'affiche. Vous C'est l'affiche. Ouais, mais vous vous rendez compte? tu as raison, Et mais c'est deuxième l'affiche. des choses, il faut savoir que lorsqu'on parle des sponsors et quand on parle des médias, on regarde le potentiel, combien de gens peuvent être atteints. L'Afrique, c'est bientôt 1 milliard d'habitants. 1 milliard. Ce qui signifie que lorsqu'un annonceur veut faire sa promotion, eh bien, il sait très bien que je m'en vais chez ses consommateurs. Comment est-ce qu'on peut donc couper le cordon ombilical pour que aujourd'hui la CAF soit encore capable, enfin incapable de pouvoir s'autofinancer pour venir juste mendier auprès de la CAF parce que sa compétition phare subit une concurrence déloyale. J'ai dit, c'est le néocolonialisme footballistique. Ouais. Non, Non. c'est un constat qui est un peu poussé, mais j'entends ce que dit Rémi et il a raison de dire que certains gros annonceurs sont venus se rattacher à la CAN. Si Total vient sur cette CAN, ça veut dire qu'il y a des enjeux financiers importants. Moi, ce qui me dérange plus, c'est pas que la CAF soit sous tutelle en quelque sorte financière de la FIFA, parce qu'on peut considérer que l'organisme majeur puisse justement aider les organismes un petit peu plus petits comme la CAF à se développer. Mais lorsque vous êtes sous tutelle, malheureusement, on n'est plus décisionnaire de votre football. Et ça, c'est peut-être le côté un petit peu, le constat un petit peu ingrat qu'on peut faire, c'est qu'à un moment donné, puisque la FIFA va être soutien financier de la CAF ne va plus rien décider. Ça, c'est un problème. Que vous ayez en fait quelqu'un qui chapeaute un petit peu tout parce que la FIFA génère énormément d'argent grâce à toutes ces compétitions, ça ne me dérange pas moi. Parce que c'est une logique en fait implacable. Vous prenez dans le monde de l'entreprise, et ben vous avez des entreprises qui sont plus petites, qui sont aidées par des plus grandes, et à un moment donné, ils restent malgré tout décisionnaires. Ce qui n'est pas le cas de la CAF, et la Coupe d'Afrique des Nations est en danger, qu'elle passe demain tous les 4 ans, bon, bah, on voit que sur toutes les autres compétitions, c'est aussi comme ça. Donc, ce ne serait pas la chose la plus grave. La chose la plus grave, c'est qu'à un moment donné, les compétitions que vous allez créer ailleurs, c'est-à-dire mondial des clubs, vont venir en fait annuler ces compétitions-là parce qu'on va partir du principe que ça génère 10 fois, 100 fois plus d'argent. C'est un constat ingrat du foot d'aujourd'hui et dans l'économie du football aujourd'hui, malheureusement, qui pourrait être très pervers pour la Coupe d'Afrique des Il ne faut Nations. pas oublier quand même une chose. Ces dates-là étaient déjà retenues par la FIFA, a priori, pour la Coupe des confédérations qui existait et qui a disparu. Il y a aussi un mondial des clubs aujourd'hui qui disparaît avec le nouveau mondial des clubs. Donc ça occupe des dates, ça en libère d'autres. Oui, ça en libère d'autres, mais on parlait des filles tout à l'heure. Ce qui faisait mal à la Coupe d'Afrique des Nations lorsqu'elle était au mois de janvier, c'est que si vous aviez par exemple un Sénégal-Cameroun et qu'en même temps vous aviez un Manchester City-Liverpool, et ben la plupart du temps vous perdiez en audience parce que les gens allaient voir le match anglais ou le match français. Là, la chance qu'on a eue, c'est que pendant cette CAN, mine de rien, vous allumiez votre télé, il n'y avait pas d'autre foot que la CAN. C'est vrai. Donc c'était intéressant parce que vous regardiez un match de foot. C'est pas tout à fait vrai. Il y avait la Coupe du Monde féminine, il y avait Non, le mais monde. ça s'est arrêté. il y avait- Ça oui, s'est arrêté avant la à la arrêté, fin. fin, à la fin. Non, Mais mais au non, début, pas à il y la avait fin. d'autres compétitions. Non, mais à un moment donné, on a Il y eu a eu malgré à peine- tout, à ça a peine été 2 quand même semaines. malgré tout la compétition majeure À peine 2 semaines. dans le paysage footballistique. Il y avait beaucoup d'autres compétitions, comme souvent d'ailleurs les Ouais, années mais lesquelles, impaires. par exemple, Bah, qui je pouvaient vais te faire de donner. l'ombre à la... Coupe du Monde des 20 ans. Non, mais oui, il y Coupe avait du Monde des la 20 ans, Copa oui. América, la Gold Cup. La Copa América, mais- c'était un C'était... Oui, mais Ouais. peut-être. pas la Mais même non, heure. mais vous dites qu'il y avait que Non, mais cette de match en compétition. face. Non, c'est Ah, faux. mais non, sur la C'est même faux. heure. On est en Après, frontal. effectivement, À la même mais heure, tout- à la alors, même heure, si je peux Xavier. m'exprimer, il y a eu deux éléments importants. C'est le premier, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations a été décalée d'une semaine, ce qui fait qu'elle a été beaucoup plus tard que les autres. Donc effectivement, au moment de sa finale, il y avait plus rien d'autre. Mais au début de la compétition, il y avait plein d'autres événements, à commencer par les derniers tours de la Coupe du Monde féminine qui était en France, mais aussi la Coupe du Monde des 20 ans qui s'arrêtait, mais aussi
aussi la Copa América qui commençait, mais aussi la Gold Cup. Donc sur d'autres continents, ça jouait. Oui, mais c'est parce que Ça les jouait, matchs ont c'est été vrai que- faibles que tu n'as pas regardé. Et Les c'est matchs ont vrai été que- faibles, donc tu n'as pas regardé. Mais demain, si, tu aurais... moi j'ai tout regardé. Mais Mais si c'est je peux un finir, quart de la, si je peux un finir, quart de la FIFA, si- c'est-à-dire si- que des si je peux fédérations. finir, Mais si je c'est peux- pas possible. si je peux finir, les années impaires, il y a désormais embouteillage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde. Et dans l'intervalle, il y a les Jeux Olympiques. Donc, toutes les fédérations et les organismes mondiaux qui organisent des compétitions se sont dit, puisqu'on ne peut plus venir sur les années paires, parce qu'il y a la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et aussi l'Euro, c'est vrai, qui concentre pas mal d'attention, on va aller sur les années impaires. Donc, maintenant, il y a embouteillage sur les années impaires. Les championnats du monde d'athlétisme sont les années impaires, les championnats du monde de basket. Toi qui Donc, militais, Xavier Barré. Tu toutes les militais compétitions ici, sont sur les combien années de impaires. Allez, de cette façon-là, c'est toi qui militais, c'est toi qui as milité justement aussi que la CAN soit déplacée en janvier. Maintenant, tu milites En que, janvier, oh en non, ju- les en années, été. en juin, que ça quitte, que ce soit décalé de janvier à juin. Tu La y étais seule chose parmi pour ceux-là. laquelle j'ai milité, Sauf c'est que qu'effectivement, qu'elle maintenant, soit tous les sauf 4 que ans comme les maintenant, autres. Tu vas militer Voilà. pour que ce soit après 4 ans. Après, tu viendras militer que la CAN soit après 6 ans. Après, tu vas militer que ce soit Mais après qu'est-ce que 10 tu ans. racontes? Après, tu vas Mais militer tu que ce racontes soit n'importe après quoi. 10 ans, 100 J'ai ans. toujours dit, effectivement, Quand- que les Mamie. compétitions continentales étant tous les 4 ans, en Europe, en Asie, alors pas en Amérique du Sud pour d'autres n'est pas raisons, obligé de poursuivre. mais, eh bien, Mais la, bientôt. la On CAN n'est pas gagnerait, je le répète, ça effectivement, que la CAN gagnerait en créant l'événement en étant que tous les 4 ans. Voilà, Vous parce que n'êtes là, pas obligé. là, on a Vous eu- n'êtes pas on n'est pas obligé, mathématiquement. mais il faut pas Vous pleurer ne après. devez pas Il faut imposer pas des pleurer théorèmes. après, Je dis il bien, faut pas ces pleurer théorèmes, après. ces Si théorèmes sont la Coupe archi d'Afrique faux. des Nations devient Rémi. une coupe Mais après, il faut pas compétition là, il faut pas illisible. noircir le tableau. Elle a eu lieu en Xavier. 2012, elle a eu lieu en 2013. Eh, mais ça puis elle a eu lieu- va, voilà. ça Mais vous non, va. c'était même tous Mais les ça années. vous va. Mais non, Ça ça vous va, va ça ne pas. vous concerne Ça pas. va pas. La Laissez preuve, les c'est que Africains gérer ça leur ne football. va pas. Attendez, c'est pas possible. La preuve, c'est que ça Bon. ne va pas Mais puisqu'on c'est ne pas sait plus quand possible. elle a C'est pas lieu. Le débat- Sans noircir le tableau, le on a, débat eu, se on a eu termine. une finale aujourd'hui qui a quand même plébiscité le football africain avec Exactement. l'Algérie et le Sénégal. Donc Et ça, sur c'est le déjà... niveau de football Ouais, montré en c'est plus. déjà une bonne nouvelle de voir ces deux nations majeures être en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, ce qui prouve que malgré tout, cette compétition peut exister, elle doit exister. Après, il faut peut-être la réformer, peut-être y trouver un meilleur aménagement, mais tout en prenant des décisions sans forcément avoir l'imposition d'un organisme comme la FIFA. Voilà. Juste pour noter aussi que dans ce comité exécutif a été décidé le retour, alors évidemment ça a changé de nom, mais en gros de la récompense du prix du meilleur joueur africain local, parce que ça avait disparu et du coup évidemment eh bien, ceux qui s'expriment à l'étranger volaient un petit peu la vedette et là ils retrouveront un prix, il y en aura donc plusieurs à la prochaine session et ça devrait être en Égypte, on ne sait pas encore bien où, mais en Égypte au mois de janvier prochain. Awkward own goal right on half time. Nothing that Gary Cahill could have done about that. But maybe this can be Chelsea's day, because Manchester City could be 2, 3, 4 goals up maybe. Costa's been found here. Diego Costa 1-1. There's your sucker punch. And now again, Costa's rolled onto Mendy's having a nightmare, and Williams onside. Fantastic counter play by Chelsea. Turned it around against Tottenham, and they've done it again at Man City. Le match au sommet du championnat d'Angleterre, ce sera samedi à 18h30 heure de Paris, 17h30 en temps universel sur la pelouse de l'Emirates où les champions en titre, c'est sur l'Etihad Stadium, pardon, où les champions en titre à la peine, en championnat, on va y venir à 9 points des Reds de Liverpool, recevront Chelsea, c'est donc Manchester City, Chelsea, des Blues, troisième, surprenant d'ailleurs, troisième avec un seul point d'avance. Mais surtout, les hommes de Guardiola entament une série on va dire compliqué après avoir été battu très nettement à Anfield lors du dernier match de championnat anglais, puisque c'était ce fameux Liverpool-Manchester City. Avant Noël, en tout cas, beaucoup de matchs. En plus de la Ligue des Champions, il y aura Manchester United, Arsenal et Leicester. Les Citizens, Xavier Barré, est-ce qu'ils sont dans un état un peu épuisé, dirais-je, peut-être par ces années Guardiola, on connaît l'intensité de leur jeu. Est-ce que surtout, peut-être qu'ils surprennent moins l'adversaire ? Alors, il y a effectivement cet élément qui fait qu'on connaît maintenant le jeu de Manchester City. Ils ont déjà 3 défaites quand même sur 13 journées. Et que les adversaires effectivement s'adaptent. Mais ce qui les pénalise surtout cet automne, en ce début de saison, c'est les blessures. Parce qu'ils sont quand même privés de Leroy Sané,
qui est un de leurs attaquants vedettes. D'Emeric Laporte, qui était le pilier de la défense. Si Rémi Ngono me laisse finir, je vais pouvoir finir. Parce que, Allez-y, parce que allez-y. non seulement il surveille. Allez, non Xavier, seulement il allez, parle pour Xavier. moi, il Même ma invente de me respiration, dire, mais en plus, il me laisse pas finir. Donc, ils sont privés de Leroy Sané, d'Emeric Laporte, qui est quand même le pilier du système Guardiola depuis qu'il est arrivé, hein, en défense, dans une défense rajeunie, et accessoirement de Benjamin Mendy, qui a joué que 3 matchs de championnat depuis le début de saison. Voire Donc, Ederson aussi. alors Qui Ederson, a manqué avec quelques matchs. voilà, qui est le gardien brésilien, qui n'a pas été remplacé très avantageusement par Claudio Bravo, le vétéran chilien. Donc, c'est un handicap très important pour Manchester City, parce qu'on sait que Pep Guardiola, lui, n'aime pas les effectifs pléthoriques. Il préfère travailler avec un nombre réduit de joueurs. Et donc, Il a quand même un effectif assez étoffé. il a un bel effectif, mais il n'a pas un effectif en nombre aussi riche que les autres. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé depuis cet automne, je vois, en championnat, il a utilisé 22 joueurs. C'est-à-dire moins que Tottenham, Manchester United et Arsenal. Je parle du championnat. Autant que Chelsea, un petit peu moins que Liverpool, qui, c'est vrai, s'appuie sur un groupe beaucoup plus expérimenté. Donc, il y a ce gros problème des absents qui posent des problèmes à Pep Guardiola. Habib, Manchester City est 4e. Alors bon, certes, à un point des 2e et 3e, parce qu'il y a beaucoup d'ex-aequo, mais ils sont déjà loin des Reds, même s'ils ont gagné les 2 derniers championnats. Est-ce que vous les voyez toujours aussi forts ? Non, cette année, je les vois moins forts. Alors, ils marquent toujours autant de buts, puisque c'est la meilleure attaque de ce championnat, si je ne me trompe pas, avec déjà 35 buts. Par contre, là où je rejoins Xavier, c'est sur les absents. Une défense, Fernandinho, Otamendi, c'est pas possible à ce niveau-là. Fernandinho, on l'a vu à la peine, c'est un milieu de terrain, on l'a vu en grande difficulté dans tous les matchs qu'il a eu à jouer défensivement. Mais malgré tout, je trouve que Pep Guardiola a fait quelques erreurs de management. Il avait Stones, par exemple, à sa disposition. Il ne l'a pas fait jouer. Il a préféré mettre Fernandinho. Donc ça, c'est un choix d'entraîneur coupable. Parce que Stones reste quand même le titulaire au poste normalement. Il a été acheté 50 millions. Parce que moi, j'ai très peu de compassion. Et pourtant, Dieu sait que je suis admirateur de Guardiola. Mais j'ai très peu de compassion pour les entraîneurs qui dépensent 300 millions par an et qui ensuite vont se plaindre des absents ou de l'effectif restreint. Tourelle l'a fait, Guardiola le fait. Quand je vois ce que fait Klopp avec cette équipe de Liverpool, il a eu la chance de ne pas avoir de blessés majeurs. Mais malgré tout, il s'est jamais plaint de l'effectif. Il n'a pas recruté. Aujourd'hui, il est premier en première ligue avec 9 points d'avance. Il a dû faire souvent sans Mané ou sans ça sans lui est arrivé, Salah, mais c'est surtout qu'il a décidé de ne pas recruter. Et on aurait pu lui en vouloir, parce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que s'il n'était pas bien en championnat, les gens auraient dit, mais attendez, vous êtes champion d'Europe, vous avez fait une finale de championnat d'Europe l'année dernière, et vous ne recrutez pas. Il a préféré ne pas recruter. Guardiola a recruté, il a fait encore venir des joueurs à Manchester City. C'est quelqu'un qui dépense énormément d'argent. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait avec cette équipe de City, parce que quand on la voit jouer, parfois, on est en train de se dire, c'est un football qui est hors norme, mais je ne peux pas le plaindre lorsqu'il décide de mettre Fernandinho à la place de Stones, un Fernandinho qui est un milieu de terrain, et qu'il voyage à Anfield, parce que là, il est en difficulté, et c'est tout à fait logique, et ce choix d'entraîneur est discutable quand il met Fernandinho. Donc, aujourd'hui, je pense que City, au vu de ce qu'on voit aujourd'hui en Première Ligue, avec les équipes, City, pour l'instant, dans ce championnat, est à sa place. Moi, quand je vois Liverpool, c'est bien au-dessus. Quand je vois Chelsea, en ce moment, c'est au-dessus de City en termes d'efficacité, pas de beauté de jeu. C'est qu'à un moment donné, on doit globaliser de ce qu'on voit de City. Et il y a, pour moi, beaucoup de carences dans le jeu de Guardiola actuellement. On n'est qu'au mois de novembre. Il faut attendre. On sait qu'au mois de mars, c'est plus important, mais aujourd'hui, ils sont en difficulté. Chelsea avec alors pas jeune entraîneur dans le sens où c'est pas forcément quelqu'un de très jeune, mais c'est l'ancien joueur évidemment Frank Lampard, et surtout jeune entraîneur. On le voit sur les écrans si vous nous regardez en Facebook Live, c'est Frank Lampard bien sûr, et qui a si bien commencé la saison. Rémi, Manchester City est-il favori de ce match face aux Blues ? D'abord, je voulais applaudir Habib Beye pour son analyse et son objectivité. Je crois que même s'il ne boit pas de la bière, nous allons nous couper un verre juste à la sortie. Un verre d'eau alors. Alors pour ceux qui aujourd'hui viennent nous dire que le roi Sané est le joueur phare de Manchester City, je dis, mais est-ce que vous avez vu quand il était titulaire, et d'ailleurs il devait être vendu au Bayern. On ne peut pas vendre son meilleur joueur. Donc il n'était même pas, c'est-à-dire que lorsque vous regardez son temps de jeu, il a eu le temps de jeu le plus réduit de Manchester City. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse de prolonger. Il dit qu'il veut partir parce qu'il ne se sent pas utile. Vous pouvez aujourd'hui me dire tout ce que vous voulez, toujours est-il que quand Pep Guardiola est arrivé, Manchester City était deuxième derrière le Chelsea de Mourinho, et ils avaient bien évidemment ils avaient déjà un type comme Agüero. Vous avez Agüero. Vous avez actuellement quelqu'un comme Sterling qui avait déjà été recruté à 63 millions. Sans pour autant oublier, quand on me parle de défense,
Pep Guardiola a tué tous les défenseurs parce qu'il a dépensé plus que n'importe quel entraîneur sur terre sur la défense. Rappelez-vous, tu as recruté Mangala. À 53 millions, où se trouve Mangala? Donc, comme il parlait justement de Stones, aujourd'hui, comme Habib Bey le dit, vous ne pouvez pas recruter des gens à 50 millions et Mangala, ne pas les c'est faire pas jouer. lui, hein. Donc, à une certaine période aujourd'hui, Non, non. j'ai dit, ne me dites pas D'autres, que... mais pas Mangala. Je vais vous dire une chose. Que ce soit oui, au Bayern, lorsque Guardiola est arrivé et que Bayern avait tout raflé, eh bien, on a vu les gens qui étaient au milieu de terrain devenir des défenseurs, les gens qui étaient des défenseurs devenir des attaquants, de telle sorte que le capitaine même du Bayern s'était retrouvé presque en numéro 9, voire numéro 8. Donc, Pep Guardiola aime faire déplacer les joueurs de n'importe quelle façon. Résultat des courses, il n'a pas gagné la Ligue des Champions Oui. au niveau de Il est allé en avec le demi- il Bayern. est allé en Et demi-finale aujourd'hui, avec, quand on voit City. ce qu'il fait avec City, j'ai dit, c'est regrettable parce que aujourd'hui, City n'est pas convaincant et je vais dire... Ils ont été 2 fois champions. Il fait Rémi. n'importe Ah quoi, oui, mais il a n'est quand pas même été champion convaincant, 5 mais fois deux sur les fois. 6 dernières Et lorsque saisons. vous allez dire Donc, que... deux fois Il fait sur n'importe 3. quoi. si Oui. vous allez- Il a Rémi. été champion 5 fois sur les 6 derniers mais- championnats qu'il mais a si disputés. vous le dites- Mais il fait n'importe quoi. Mais si vous Ah, le il fait dites, n'importe quoi, si vous monsieur le Ngolo. dites sur On le va parler nombre de des José championnats Mourinho remportés, après. dans ce cas, Mourinho est le meilleur dans la mesure où lui il a remporté. Non, Il a il en a 3 remporté Premières moins. Ligues. Sur les Mourinho, lui, il a 6 derniers remporté championnats, il en a Donc, remporté c'est ça. combien? Dans tous Zéro. les pays, Sur les Mourinho, lui, 6 il a derniers remporté championnats, également. Mais zéro. qu'est-ce que tu dis? Non, mais la D'ailleurs, Ligue- Rémi Attendez, Ngono. attendez, Il faut attendez. corriger Ah, voilà, David. quand je Il faut parle, même il dit que- corriger. Rémi, Non, Rémi. j'ai attendu que tu parles et je corrige vis-à-vis de nos téléspectateurs parce qu'il a dit que Pep Guardiola avait commencé par être deuxième Auditeurs du championnat, surtout, nos auditeurs et nos internautes, qu'il avait commencé par être deuxième Je n'ai derrière, jamais dit ça. derrière J'ai le dit qu'il a Chelsea, trouvé derrière le Manchester Chelsea City. de Mourinho, J'ai dit non. Manchester City était deuxième. C'est oui, Quand mais il pas, arrive. mais pas derrière le Chelsea de Mourinho. Voilà. Comme tu l'as dit, on pourra repasser la bande, mais derrière le Chelsea d'Antonio Conte. Alejandro, La pardon. Ligue des Champions ne peut pas être le juge de paix. Sinon, ça veut dire qu'il y a énormément d'entraîneurs aujourd'hui qui ne réussissent pas, puisque c'est Zidane qui a gagné les 3 dernières et c'est Jürgen Klopp qui a gagné la dernière. Donc, je pense que Guardiola, malgré tout, a marqué de son empreinte tous les clubs dans lesquels il est allé. Après, il faut aussi parler de ses erreurs de management en ce moment. Il y en a, il les a reconnues, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai. Maintenant, City est pas très très loin non plus. Loin de Liverpool, parce que 9 points, c'est beaucoup. Mais ils sont à la lutte avec Chelsea. Donc, à partir de là, ils sont à la lutte avec Leicester, qui est un étrange D'ailleurs- 3e ou 2e, je crois, de cette D'ailleurs, première ligue. beaucoup de ceux qui nous suivent sur Deuxième Facebook avec la meilleure soulignent, défense. Ouais. Et puis, Rémi, voilà, souligne 8 buts Rémi, encaissés. Alejandro. souligne la haine bien connue de Rémi envers Guardiola. Donc ça enlève un petit peu de crédibilité à ses propos. En tout cas, les statistiques, Rémi, sont pour vous, puisque 23 des 26 derniers matchs entre ces deux équipes ont été remportés par Manchester City. Donc voilà, ça veut dire quand même que c'est à chaque fois Pep Guardiola qui est plus fort. Donc, il a Bah, et il a les joué autres 3 fois Citizens. déjà. Il n'y a qu'un entraîneur qui a mis en échec Pep Guardiola, c'est Jürgen Klopp. Ouais. Il n'y a aucun entraîneur qui a fait mieux que Jürgen Klopp face à Pep Guardiola. Sinon, tous les autres ont... Les Wenger, Mourinho aussi, a perdu plus face à Guardiola que par exemple Cela- Jürgen Klopp. Même si cela c'est dire- récent pour Jürgen Klopp. On peut souligner quand même que Lampard fait un superbe travail. Exactement. Quand même, Exactement. C'est Il l'avait l'équipe déjà la fait à plus Derby régulière County. ces dernières semaines, et avec une équipe où il Un n'a vrai pas pu pari. recruter, où il a perdu Eden Hazard. Quand même, Avec un c'est- vrai c'est pari assez sur la jeunesse, remarquable. parce que mine de rien, Tammy Abraham, Mason Mount sont des jeunes joueurs qu'il a eu d'ailleurs, un qui était à Aston Villa, Tammy Abraham, Mason Mount qu'il avait à Derby County, qu'il a fait vraiment grandir, qui aujourd'hui est un élément majeur de cette équipe de Chelsea. Il n'a pas eu N'Golo Kanté qui a été blessé pendant assez longtemps. Cette Voilà. défense, lorsqu'on la regarde, Christensen avec Tomori, c'est pas non c'est un plus, jeune aussi, ouais. c'est un jeune joueur aussi, donc je trouve qu'il fait du très très bon travail avec cette équipe de Chelsea. Alors ça sera le match à 18h30, mais en ouverture de cette 13e journée de Première Ligue, à 13h30, il y aura un certain West Ham. Tottenham, José Mourinho, ce sera son premier match sur le banc des Spurs. L'entraîneur portugais jouera donc à Londres au stade olympique des Hammers. Rémi, je vous vois sourire. Vous êtes ravi de revoir José Mourinho sur un banc? Ah, mais c'est le monde du foot qui est ravi. C'est le seul entraîneur qui vient, qui prend des équipes en crise, qui sait rebondir toujours derrière et qui a toujours prouvé quelque chose. Donc, je devais quand même dire que lorsque vous voyez ce José Mourinho-là, c'est quelqu'un qui sait bel et bien revenir guérir des grands corps malades. Je dois quand même rappeler que quand José Mourinho prend un truc comme le FC Porto, ce n'était pas magnifique aussi que ça, mais le FC Porto remporte quand même l'UEFA, remporte quand même la Ligue des Champions. Je vais quand même rappeler que quand José Mourinho arrive à Chelsea, eh bien, il fait quand même
2 fois champion, il est champion de Première Ligue. Je devrais quand même dire que, et quand il est même limogé de Chelsea, eh bien, José Mourinho va à l'Inter, où il réalise un triplé historique en remportant tout, en écrasant tout. Oui, oui, oui. Justement, Rémi, écoutons-le, José Mourinho, parce que c'est vrai que on parle de tous les clubs auxquels il a appartenu. À un certain moment, il avait même dit qu'il aimait tellement Chelsea qu'à Londres, il n'entraînerait aucun autre club. Et puis finalement, eh bien, les temps font qu'il l'a quand même entraîné. Écoutons ses explications. C'était en conférence de presse, sa première conférence de presse hier. Les gens peuvent me voir comme Monsieur Inter, Monsieur Real Madrid, Monsieur Porto. En fait, je suis Monsieur Club. Quand j'arrive dans un club, je porte le pyjama de ce club et je dors dedans. Je travaille et je dors. Je passe du costume au pyjama. Ah merde, 3-2-1-0. Les gens peuvent me voir comme Monsieur Inter, Monsieur Real Madrid, Monsieur Porto. En fait, je suis Monsieur Club. Quand j'arrive dans un club, je porte le pyjama de ce club et je dors dedans. Je travaille et je dors, je passe du costume au pyjama. Parfois, je peux même les confondre. Je suis un homme de club, mais un homme de beaucoup de clubs. Voilà, Bon, on a ce qui est entendu rassurant, José c'est Mourinho. Ce qui est rassurant, c'est Il change pas. Non, mais il va dormir dans son pyjama et a priori dans son lit. Parce qu'il y a quelque chose que nos auditeurs et les internautes ne savent peut-être pas, c'est quand il était à Manchester, il habitait à l'hôtel et qu'il a d'ailleurs laissé une sacrée note d'hôtel parce que sa famille est restée à Londres. Donc c'est quand même une bonne chose que finalement... il sera en pyjama dans son propre lit, dans sa lit, maison. non pas à l'hôtel. Ça coûtera peut-être moins cher à Tottenham. En tout cas, ce nouveau José Mourinho, est-ce qu'on peut dire que c'est un José Mourinho nouveau style Non, Habib. la base va rester, mais moi je suis convaincu, et je l'avais dit, je suis convaincu qu'il va revenir avec une philosophie différente. Je pense qu'il n'a pas eu forcément des énormes échecs, mais parce que moi, là où je rejoins Rémi, on est souvent en désaccord. Moi, j'ai pas aimé le jeu proposé par Mourinho à Manchester United, mais les gens oublient qu'il est arrivé et qu'il a gagné quand même l'Europa League. Même si aujourd'hui on dévalorise l'Europa League, il est arrivé dans un club où il a gagné des trophées et partout où il est passé, il a gagné. Et mine de rien, même si on parle souvent au passé, gagner 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents en prenant une équipe de Porto, moi je l'ai joué parce qu'on était dans le même groupe, c'était pas une équipe de Porto que tout le monde voyait comme potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. En plus à cette époque-là, il y avait les Galactiques. Mais pour revenir à Mourinho, je pense qu'il va revenir pas forcément différent, ça sera un manager avec la même base, mais par contre, je pense qu'il va aborder le football différemment. Il pourra pas être ce manager où il va préserver comme il l'a fait à Manchester United sans forcément proposer de jeu. Je crois qu'il va utiliser les forces de cette équipe de Tottenham et il va essayer d'être un manager avec un petit peu plus de spectacle. Ça ne veut pas dire qu'il va changer intrinsèquement. Sur les gros matchs, il va sûrement essayer de garder ce 0-0, aller chercher ce petit but qui lui va bien, savoir défendre, mais il a été tellement critiqué sur cet aspect, c'est-à-dire qu'il avait perdu un petit peu ce qui était sa classe, parce que n'oubliez pas, c'est que quand il va au Real, il finit avec plus de 100 points. Enfin, il est champion avec 100 points. Il marque, je crois, 124 buts, ce qui était un record. 127 buts, qui était un record historique au sein du Real. Lorsqu'il est allé à l'Inter, c'est il a mis le vestiaire à feu et à sang. Ouais. Ouais, mais malgré tout, il a fait du travail assez exceptionnel. Quand il est à l'Inter, l'Inter marque beaucoup. Lorsqu'il est à Porto, Porto marque beaucoup. Et c'est vrai que quand il est arrivé à Manchester, derrière, il a commencé à être sur ce 1-0. Il était moins spectaculaire. Moi, je suis content de le voir revenir en Première Ligue pour plein de raisons. Parce qu'il va y avoir Jürgen Klopp, José Mourinho. Et encore une fois, les conférences de presse à l'image de celle-ci étaient extraordinaires. Il y a quand même un élément qu'on n'évoque pas, ou très peu, c'est que c'est la première fois dans sa carrière, en tout cas dans un grand club européen, qu'il arrive comme pompier. Et c'est quand même une différence considérable par rapport aux aventures antérieures où il est arrivé en début de saison. Que ce soit à l'Inter, que ce soit au Real, que ce soit les 2 fois à Chelsea. Et il est arrivé en début de saison, il a fait le recrutement. Donc il a fait venir les joueurs qu'il voulait. Là, il doit récupérer un effectif qui n'est pas du tout le sien. C'est pas lui qui l'a constitué. Il y a même un certain nombre de joueurs qui sont en fin de contrat. Et il va devoir faire avec. Et effectivement, là, on va voir ce qu'il est capable de construire avec une équipe qui n'est pas du tout la sienne. C'est vrai que c'est très intéressant comme expérience. Alors justement, il est en train de constituer une équipe autour de lui et ça ne vous aura pas échappé. Il a cherché des collaborateurs un peu partout et notamment du côté du LOSC où on savait que de temps en temps, il apparaissait dans le stade Pierre Mauroy, on pensait que c'était pour la beauté du football déployé par les Dogs, pas du tout. Il a pris 2 collaborateurs de Christophe Galtier. Écoutons comment l'entraîneur du LOSC a réagi hier à ce transfert à ses collaborateurs transfuges. C'est très classe. J'étais énervé, agacé, bien évidemment, parce que, je répète encore une fois, le timing n'est pas bon. Chacun analysera la manière de faire les choses.
Est-ce que c'est de bonnes choses, pas de bonnes choses? Est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait? Comme ça. Je vous répète encore une fois, le plus important, c'est que je suis d'accord, et j'insiste sur ça, je suis d'accord sur la décision qu'a pris mon président. Chacun a sa manière, de faire les choses. Voilà. Alejandro, évidemment, quand on est au LOSC à Lille et qu'on est tenté on est appelé à Tottenham, c'est difficile de résister en fait. Oui, c'est compliqué, mais on peut comprendre la frustration de Christophe Galtier. C'est quand même difficile et la manière dont Mourinho est allé puiser dans ses réserves est un peu cavalière, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si Mourinho a besoin de constituer son staff, c'est quand même difficile. En tout cas, les craintes qui étaient autour de Luis Ocampos, avec qui il a déjà travaillé au Real Madrid, le directeur sportif, là, on a l'impression que Gérard Lopez, le président de Lille, essaye de le bloquer. Pour l'instant. Il n'est pas salarié de Lille. Hein. Campos est indépendant. Il travaille avec Lille, mais il n'a pas de contrat avec le club de Lille. C'est quelque chose d'indépendant. Il a une propre société. Moi, ce qui m'ennuie, c'est pas la démarche de Mourinho, parce que lorsque vous êtes entraîneur et vous arrivez dans un club, vous allez aller chercher de grandes compétences autour de vous, peu importe où ils sont, et vous allez tout faire pour les avoir. Ce qui me dérange, c'est la législation. Comment peut-on permettre aujourd'hui, à l'intérieur d'un club, qu'un entraîneur adjoint puisse comme ça partir, comme s'il était du soir au matin, comme s'il était aujourd'hui, sans être péjoratif, mais comme s'il était celui qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Bon je m'en vais. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes un staff. Vous savez à quel point c'est difficile de gérer une équipe. Vous savez à quel point il est important pour un entraîneur d'avoir un staff qui lui est lié et qu'on puisse aujourd'hui débaucher n'importe quelle personne autour d'un entraîneur comme ça en l'espace de 24 heures. Pour moi, c'est pas normal. Un adjoint qui doit être débauché par Tottenham. Vous voulez l'adjoint tout de suite, pas de problème. Ça coûte temps. C'est normal, ça devrait être comme ça. Ça devrait pas être pour Galtier. Qu'est-ce qu'il fait Galtier aujourd'hui? Surtout qu'il y ait du il a préavis. plus d'analyse vidéo et il a plus d'entraîneur des gardiens. D'entraîneur des gardiens. Et il doit préparer le match du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est incohérent. Exactement. Il joue ce soir. Mais vous avez après, senti... on ne veut pas du tout à Mourinho. Il a raison. Il va chercher la compétence là où elle est. On lui permet, donc il le fait. Vous sentez en Habib la passion du futur entraîneur, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pense que votre staff doit vous être lié. Et ça, j'espère pouvoir le faire un jour. À Radio Foot, vous avez remarqué. remarqué. Mais lié contractuellement. Mais comment vous pouvez faire un contrat qui empêche les gens de partir? On pourrait imaginer qu'il y a un préavis, mais au bout d'un moment... Non, une indemnité de transfert comme pour un joueur. Ben ça arrive maintenant pour les entraîneurs, ça va peut-être arriver maintenant pour les adjoints aussi. Avant qu'on aille à notre session carton, on avait envie de s'arrêter sur un petit anniversaire qui a été marqué cette semaine. Et regardez, c'est un document d'archives. Alors pour ceux qui nous suivent, et on bat des records aujourd'hui sur Facebook Live, donc n'hésitez pas à vous brancher. Ce document d'archives qui a 50 ans, un demi-siècle, donc c'est l'histoire du football, c'est en noir et blanc. Si emociona. Caminó Pelé. Apontó. Olha o Espírito Santo. Olha a loucura. Olha a loucura. O Espírito Santo no meio de campo. Olha a loucura pelo 20º gol. Palmas de todos. C'était le 1000e but de Pelé. Pelé qui avait marqué donc le 19 novembre 1969 et l'histoire retient que c'était même, paraît-il, à 23h23. C'était dans le stade du Maracana, un stade qui était plein, 65 000 personnes. Le commentateur, on l'entend durant ce document d'archives, dit à un moment très précis, c'est dommage que ce soit sur un penalty parce que ça aurait été bien que ce soit un but dans le style de Pelé. Ce qu'on sait, Xavier, c'est qu'en fait, on a dit que c'était le 1000e but de Pelé, ouais, en fait, et c'était peut-être le pas 800e, quelque chose comme 757 ça. Ouais. selon les statistiques officieuses. Oui, on a un peu enjolivé la légende du roi là. Non, c'est-à-dire qu'il comptait tous les buts des matchs amicaux. Il en a sûrement marqué peut-être même plus de 1000. Oui, parce que ceux qu'il avait marqué à 3 ans sur. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de matchs qu'aujourd'hui. On évoquait le calendrier international au début. Il de en a l'émission. quand même marqué 77. Oui, 77 pour la sélection du Brésil. Énorme pour l'époque. Ce qui est formidable, qui a longtemps été le record d'ailleurs. Non, mais c'était un joueur extraordinaire. Et c'est vrai que ce 1000e, cet anniversaire-là, je me souviens on avait fait un article dans France Football il y a quelques années pour le raconter. Et donc, il y avait toute une mise en scène. Le penalty était litigieux. D'ailleurs, tout le monde attendait qu'il marque parce que tout avait été programmé pour ça. Et puis, il marquait pas. Donc, l'arbitre a fini par siffler un penalty. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que, j'allais dire, Pelé n'avait pas besoin de cet anniversaire-là pour être le plus grand joueur de l'histoire du football. Est-ce qu'il va être rattrapé à notre époque avec
la multiplication des compétitions, comme on disait, Habib. Ouais, je sais pas. Il y en a qui sont pas très loin, c'est Cristiano. Et... il est déjà à 700, Cristiano. Ouais, mais bon, le problème, c'est que comme ça a été enjolivé, on peut pas considérer. C'est compliqué, le millième. Peut-être qu'un jour. Romario aussi avait dit qu'il en avait marqué 1000. En fait, c'est pareil. Ouais, il y avait moi, plein de moi, ça me dérange pas parce que ce sont tels joueurs que la légende fait que justement, c'est un bel anniversaire, même s'il n'a pas existé, on a envie de le vivre. C'est des joueurs qui ont marqué leur temps. Comme aujourd'hui Messi, comme Ronaldo, comme Maradona, je crois que c'est un bel anniversaire, c'est un beau clin d'œil, je trouve, parce que ça reste le roi, quoi. Même si je pense que les gens disent aujourd'hui c'est le plus grand footballeur de l'histoire du football, il faut recontextualiser, c'est-à-dire pour les gens qui ont vécu cette époque. Maintenant on ne sait pas, peut-être que Pelé aujourd'hui serait un joueur encore plus important que Ronaldo et Messi, on ne le sait pas, personne ne peut dire aujourd'hui si l'évolution de Pelé aurait été la même qu'un Messi ou Ronaldo. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été extraordinaire pour les gens qui l'ont vu jouer. Moi, mon papa m'a parlé de Pelé comme si c'était... c'est un peu chaque grand joueur à chaque génération. Alors moi, j'ai un âge qui me permet de me souvenir de ce millième but. Je l'avais suivi. Et effectivement, à l'époque, déjà, on ironisait un petit peu sur ce millième but qui était un peu artificiel, mais c'était quand même un joueur exceptionnel. Ça, personne ne peut le nier. Je crois que bien qu'étant fan de Cristiano Ronaldo et bien que parfois guettant Messi d'un œil, Pelé est au-dessus, très au-dessus. Vous guettez Pelé aussi. Beaucoup de gens disent que peut-être dans le contexte, mais le contexte de l'époque, il faut savoir déjà que Pelé, à l'âge de 28 ans, il a déjà totalement des chevilles qui sont labourées par des bouchers. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont protégés. Donc aujourd'hui, quand je vois que ce monsieur est en Coupe du Monde et c'est 12 buts importants, et quand il revient 2 ans après la sélection, il a déjà 30 ans, eh bien, il arrive à la Coupe du Monde de 70, il fait encore des miracles. Moi, j'ai dit, Pelé, c'est vraiment du grand Pelé et que jusqu'à présent, je ne vois pas de comparaison. Et même à l'époque, quand il jouait au Brésil, c'était un championnat très, très élevé, peut-être plus élevé que la Liga. Session carton, tout de suite et rapidement. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Le carton de Radio Foot International, très rapidement, mais il a une couleur sang et or. C'est fini. Et champion de France. Lens est champion de France. Lens champion de France, c'était en 1998 et c'était Daniel Leclerc qui était gentiment surnommé le Druide, qui était alors l'entraîneur de cette équipe du RC Lens. RC Lens champion de France à l'époque. Aujourd'hui, Daniel Leclerc est décédé, il avait 70 ans. Habib, je vais pas être original, c'était la même chose. J'ai commencé le football en 98, l'année où le RC Lens est justement champion avec Daniel Leclerc. Donc à partir de là, petit hommage à lui. Et vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a servi le football. Et si aujourd'hui j'ai aussi aimé, j'ai aussi aimé le RC Lens, et si un jour j'ai l'occasion d'entraîner un club, j'aimerais vraiment commencer par un projet comme celui-ci. Donc voilà, petite dédicace à Daniel Leclerc. Xavier Barret. Moi aussi, j'allais donner un carton sang et or pour Daniel Leclerc. Alors, je vais me défouler un peu. Je vais donner un carton rouge à Daniel Levy, le président de Tottenham. On en a peu parlé un petit peu quand même dans l'émission, mais choisir José Mourinho pour entraîner Tottenham alors que Pochettino avait créé une identité de jeu, pour moi c'est vraiment une trahison. Je suis très déçu par ce choix. Et on verra ce que ça donne, mais j'ai gros doute sur sa capacité. Le monde du foot est comme ça. Rémi, 10 secondes. Ah mais bon, voilà, pour 10 secondes, Ahmed Moussa qui m'a écrit une box, c'est ma Facebook. C'est lui, ma page c'est lui Facebook, qui a un carton. Ma page Facebook ne revenant que mercredi, eh bien il m'a demandé de donner un carton vert à Ahmed Moussa qui a décidé de parrainer 100 étudiants, dont un geste très salutaire par rapport à d'autres. Alejandro Valente, vous nous le donnerez la semaine prochaine. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook, de nous avoir suivis sur les ondes. Vous pouvez aussi nous réécouter à la rediffusion. Merci à tous. À lundi.